Quelle est la pire chose qui soit arrivée dans la crèche de votre enfant? Ma fille Lily, âgée de 6 mois, a soudainement commencé à dormir de plus en plus. Un jour, en la récupérant, je l'ai trouvée complètement molle dans son siège auto. Impossible de la réveiller, même en la changeant. J'étais à 2 doigts d'appeler le médecin quand j'ai remarqué un résidu rose séché autour de la tétine de son biberon. J'y ai goûté et j'ai tout de suite reconnu le goût de mon médicament pour les allergies, celui qui me donne toujours envie de dormir. C'est là que j'ai compris. Quelqu'un à la crèche droguait mon bébé. J'ai rebroussé chemin sans réfléchir et j'ai exigé de voir la directrice. Elle m'a répondu « C'est une accusation très grave. Avez-vous des preuves concernant la personne responsable ?» Dans la section des bébés, il n'y avait que 2 auxiliaires, Mademoiselle Carole, en poste depuis 10 ans, et Mademoiselle Jessica, qui semblait toujours au bord de la panique avec les petits. J'ai insisté auprès de la directrice. La preuve est dans le biberon, et ma fille ne tient même pas les yeux ouverts. Elle m'a regardée comme si j'étais folle et a répliqué « Peut-être que CE n'est que du lait en poudre ». J'ai demandé à voir les images de la caméra de la salle, mais elle a coupé court. Les caméras servent uniquement à la sécurité, les parents n'y ont pas accès sans décision de justice. J'ai foncé aux urgences avec Lily, et les analyses ont confirmé qu'elle avait du Benadryl dans le sang, à un taux dangereux pour un bébé. Le médecin m'a expliqué « Une exposition prolongée peut entraîner des crises ou des troubles respiratoires. Vous avez une idée de la durée ?» Il a ajouté « J'ai vu 2 autres bébés de cette crèche avec les mêmes symptômes CE moi-ci, mais je n'avais pas fait le rapprochement. » À ce moment-là, j'ai réalisé que Lily était anormalement fatiguée depuis au moins 3 semaines, mais je mettais ça sur les poussées de croissance ou les dents. Je me suis sentie submergée par la culpabilité. J'ai appelé la police depuis l'hôpital pour tout expliquer, mais on m'a répondu « Tant qu'on ne sait pas qui est le responsable, impossible d'arrêter qui que ce soit. » L'agent a même sous-entendu « Peut-être que c'est vous qui lui avez donné trop de médicaments par erreur. » J'étais abasourdie. Je suis retournée à la crèche, furieuse et tremblante, pour leur montrer le rapport de l'hôpital prouvant que Lily avait été droguée. Mademoiselle Carole a à peine daigné regarder le document, se contentant de dire « Les bébés dorment beaucoup à cet âge. » Mademoiselle Jessica, elle, fuyait mon regard, visiblement mal à l'aise. La directrice, après avoir lu le rapport, a déclaré « Nous allons ouvrir une enquête interne, mais nous ne pouvons pas sanctionner notre équipe sur la base du résultat d'un seul enfant. » J'ai exigé que tous les enfants de la crèche soient testés comme ma fille, mais elle a refusé. Ce serait illégal et on risquerait des poursuites pour licenciement abusif. Elle a même ajouté « Si vous n'êtes pas satisfaite, rien ne vous empêche de trouver une autre solution de garde. » J'ai appelé toutes les crèches à moins de 40 minutes de mon travail. Mais partout, les listes d'attente dépassaient 8 mois. Je n'avais pas les moyens de payer une nounou, ma mère vivait à l'autre bout du pays, et un jour d'absence professionnelle de plus risquait de me faire perdre mon emploi. J'ai donc dû ramener Lily à la crèche le lendemain, et j'ai fini par vomir sur le parking, dégoûtée de la laisser là. J'ai commencé à échanger avec d'autres parents de la section de Lily, et j'ai découvert que 3 autres bébés étaient eux aussi étrangement somnolents ces derniers temps. Une mère m'a confié « Mon fils était tellement amorphe que je l'ai emmené chez le médecin. Je pensais qu'il avait attrapé la mononucléose. » Un père m'a raconté « J'ai signalé à Mademoiselle Carole que mon fils était léthargique. Elle s'est contentée de rire en me disant que je devrais être ravie d'avoir enfin la paix. Plusieurs bébés étaient drogués et la directrice couvrait ses employés. Une ancienne salariée m'a révélé que des parents se plaignaient depuis des années que les bébés dormaient trop dans la section de Mademoiselle Carole, mais rien n'avait changé, car elle était amie avec la sœur de la directrice. Lorsque j'ai menacé d'en parler aux médias, la directrice m'a sorti mon contrat d'inscription et m'a pointé la clause d'arbitrage que j'avais signée, ainsi que le passage précisant que je serais tenue responsable de tout préjudice porté à leur réputation. Mademoiselle Carole se croyait au-dessus de tout, car ces jours-là, en venant chercher Lily, elle m'a lancé un sourire narquois et a lâché « Journée difficile ». J'ai eu envie de commettre un acte qui m'aurait conduite tout droit en prison, mais à la place, je me suis penchée vers elle et j'ai murmuré « Je sais, c'est eux que vous faites ». Elle m'a répondu tout bas « Prouvez-le » en me faisant un clin d'œil, alors que mon bébé était inerte dans mes bras. Le lendemain matin, j'ai de nouveau dû laisser Lily à la crèche, la boule au ventre, convaincue de la confier à un monstre, mais cette fois, j'avais dissimulé une caméra dans son sac à langer. Je suis restée dans ma voiture sur le parking, les mains tremblantes, à surveiller le direct sur mon téléphone. À 10h15, j'ai vu Mademoiselle Carole sortir une bouteille de Benadryl pour enfants de son sac, en verser dans 4 biberons, dont celui de ma fille, et les mélanger tranquillement avant de les ranger au réfrigérateur. En moins de 2 minutes, elle avait drogué 4 bébés, comme si c'était tout à fait normal. J'avais enfin une preuve vidéo, le flagrant délit, et je savais quoi faire pour que tout cela s'arrête. J'ai saisi mon téléphone à 2 mains pour essayer de calmer mes tremblements et j'ai lancé la sauvegarde sur le cloud. La barre de progression avançait à une lenteur insupportable. J'ai branché une clé USB à l'adaptateur voiture pour copier la vidéo, tout en surveillant l'upload. Mon cerveau me hurlait de faire plusieurs copies, au cas où il arriverait quelque chose à mon téléphone. J'ai envoyé la vidéo sur ma boîte mail, en indiquant bien l'heure. Pendant tout ce temps, je ne cessais de jeter des regards anxieux vers la porte de la crèche, une part de moi ayant envie de courir récupérer tous les bébés. Finalement, j'ai composé le 17 et expliqué à la standardiste
J'ai une preuve vidéo qu'une employée de crèche drogue plusieurs nourrissons avec du Benadryl. Elle m'a demandé « Y a-t-il des enfants en danger immédiat ?» J'ai répondu oui. Elle m'a transféré sur la messagerie d'un enquêteur. J'ai laissé un message détaillé. J'ai une vidéo de Mademoiselle Carole en train de mettre du médicament dans 4 biberons. Le répondeur annonçait « Quelqu'un vous rappellera sous 24 heures ». C'est eux qui m'a donné envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. 24 heures, ça voulait dire que Mademoiselle Carole pourrait encore droguer des bébés le lendemain, tranquillement, pendant que la police resterait les bras croisés. Je suis retournée à la crèche en tentant d'afficher un air impassible, même si j'étais littéralement secouée par la colère. J'ai dit à la secrétaire « Lily a un rendez-vous médical ?» J'avais complètement oublié, il faut que je la récupère plus tôt. Quand je suis entrée dans la section des bébés, Mademoiselle Carole tenait Lily dans ses bras avec sourire suffisant, comme si elle savait parfaitement que je n'avais aucun moyen de l'arrêter. Elle m'a rendu mon bébé, complètement amorphe, en lançant « Lily a vraiment très bien dormi aujourd'hui ». Je me suis contentée d'acquiescer, sans rien dire, parce que si j'avais ouvert la bouche, j'aurais fini par lui cracher à la figure que je l'avais filmée en train de commettre des actes odieux sur des nourrissons innocents. Lily n'a même pas réagi quand je l'ai installée dans son siège auto, sa petite tête ballottant mollement sur le côté. De retour à la maison, je l'ai déposée dans son lit et j'ai tout de suite allumé mon ordinateur pour reconstituer une chronologie complète de tous les jours où elle avait été anormalement somnolente durant les 3 dernières semaines. J'ai épluché mon agenda, noté précisément si c'était moi ou mon mari qui avions déposé Lily à la crèche, puis j'ai recoupé CES date avec le planning en ligne des éducateurs pour savoir qui était présent chaque jour. Le schéma m'a sauté aux yeux. Lily n'avait été droguée que les jours où MLL Carole était de service avec les bébés. Elle n'avait jamais présenté de signes de somnolence excessive quand d'autres prenaient le relais, ni lors des pauses déjeuner, où MLL Jessica la surveillait seule. J'ai surligné chaque incident en jaune et ajouté des commentaires sur la durée de SES sieste et la difficulté à la réveiller. Ensuite, j'ai envoyé un message aux 3 parents avec qui j'avais déjà échangé, leur demandant de me rejoindre d'urgence au café de la Fiverue. 2 sont arrivés en moins d'1 heure et, tassés au fond d'une banquette, je leur ai montré la vidéo sur mon téléphone. La maman s'est effondrée, les larmes aux yeux, la main devant la bouche. Le papa, livide, répétait qu'il n'arrivait pas à y croire. Je leur ai montré mon tableau chronologique et leur ai demandé de vérifier leurs propres agendas pour voir s'ils retrouvaient le même schéma. La maman a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler SES photos du mois passé pour retrouver les jours où son fils paraissait épuisé. Le père s'est souvenu avoir râlé auprès de sa femme à 3 reprises parce que leur fille, tellement dans le coltard, refusait de dîner. On s'est échangé nos numéros en se promettant de rester en contact permanent pour la suite. La maman m'a précisé que son pédiatre avait fait des analyses de sang, mais, évidemment, il n'avait pas pensé à chercher du Benadryl. Elle m'a dit qu'elle emmènerait son fils directement à l'hôpital pour demander un test spécifique. Le papa, lui, n'a pas hésité. Il a décidé de retirer immédiatement sa fille de la crèche, quitte à devoir trouver une solution de garde à la dernière minute et prendre un congé. On s'est tous mis d'accord pour tout consigner par écrit et partager toute communication reçue, que CE soit de la crèche ou de la police. Ce soir-là, vers 19h, mon téléphone a enfin sonné. Numéro masqué, c'était le détective. Il a tout de suite été plus attentif quand je lui ai expliqué que je détenais une vidéo montrant MLL Carole en train de droguer 4 bébés, y compris ma fille. Il m'a donné rendez-vous au commissariat le lendemain matin à 9h en me demandant de venir avec tous mes documents. Je lui ai parlé des autres parents et du fameux schéma des jours de présence de Carole. Il m'a conseillé de faire des copies de toutes mes preuves avant de venir. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil et je me levais toutes les heures pour vérifier que Lily respirait bien. Sa petite poitrine se soulevait à peine, elle dormait d'un sommeil si profond que ça me glaçait le sang. La perspective de devoir la ramener là-bas le lendemain matin m'a rendue littéralement malade. J'ai vomi 2 fois avant le lever du jour. Je savais que je ne pouvais plus la déposer à la crèche, mais impossible aussi de perdre mon emploi, surtout avec le crédit immobilier à payer. Au commissariat, j'ai montré la vidéo au détective qui a aussitôt appelé son supérieur pour la visionner aussi. Ils ont photocopié tous mes documents, y compris la chronologie, et m'ont demandé de rédiger un compte-rendu détaillé de tous ces qui s'étaient passés depuis la première fois où Lily avait eu cet état léthargique. Quelque chose clochait dans l'attitude de MLL Carole. Comment pouvait-elle être aussi imprudente, droguer des bébés devant une caméra dont elle ignorait l'existence? Et toutes ces caméras de sécurité dont la directrice m'avait parlé, qu'en était-il? Le détective n'arrêtait pas de me poser des questions très précises sur les dates, les horaires et les autres parents concernés. Ils ont pris des photos des dossiers médicaux des urgences qui montraient le taux dangereux de Benadryl dans le sang de Lily. Au bout d'un moment, le détective a croisé mon regard et m'a expliqué qu'avant toute arrestation, il leur fallait vérifier l'authenticité de la vidéo et rassembler un dossier solide. Il m'a bien précisé que ça pouvait prendre plusieurs jours, voire 1 semaine, car il devait tout coordonner avec la protection de l'enfance et le parquet. Quand j'ai demandé que je devais faire de Lily en attendant, il a simplement haussé les épaules en me disant de prendre toutes les précautions nécessaires pour sa sécurité.
Je suis sortie du commissariat avec Lily, toujours endormie dans son cosy, et je suis restée 20 bonnes minutes dans la voiture à fixer le vide. Mon téléphone a vibré. Sarah m'annonçait qu'elle avait trouvé une permanence juridique spécialisée pour les parents en galère avec leur crèche et qu'elle m'avait déjà calé un rendez-vous pour l'après-midi même. J'y suis allée direct et j'ai rencontré une avocate à peine plus âgée que moi, mais qui connaissait son sujet sur le bout des doigts. Elle a parcouru mon contrat d'inscription et m'a expliqué que la clause d'arbitrage ne couvrait que les litiges civils avec la crèche, pas les affaires pénales. Puis elle m'a averti, même avec la vidéo, parler à la presse pouvait me valoir une plainte en diffamation si la procédure pénale n'aboutissait pas. Elle a aussi tenu à préciser que l'assureur de la crèche avait des avocats autrement plus chevronnés que tout CE que je pourrais m'offrir. Je suis repartie en me sentant encore plus prise au piège qu'avant, et j'ai dû m'arrêter 2 fois sur la route du travail tant il m'était impossible de retenir mes larmes. À mon arrivée, ma responsable m'attendait déjà et m'a immédiatement demandé de la suivre dans son bureau. Elle a fermé la porte derrière moi et m'a dit « J'ai remarqué tes absences et ton manque de concentration. Est-ce que tout va bien ?» J'ai tenté de garder bonne contenance, mais j'ai fini par craquer et tout lui est raconté, la drogue, la vidéo, l'obligation de continuer à laisser Lily à la crèche. Elle m'a tendu des mouchoirs, puis m'a annoncé qu'elle m'accordait 3 jours d'absence familiale en urgence, à effet immédiat, mais qu'elle ne pourrait rien faire de plus sans impliquer les ressources humaines. Je l'ai remerciée et je suis rentrée chez moi. En arrivant, j'ai vu que la voiture de Sarah était déjà garée devant la maison. Elle avait imprimé une 30aine de pages de la réglementation nationale sur la gestion des médicaments dans les crèches agréées qu'elle avait étalée sur la table de la cuisine. Nous avons passé en revue chaque infraction que nous pouvions prouver. Médicaments sans étiquette, absence de formulaire de consentement parental, stockage inadéquat, distribution de médicaments sans aucune trace des doses ni des horaires. Sarah avait même trouvé une règle imposant que tous les médicaments soient conservés dans une boîte fermée à clé, accessible uniquement à la directrice. Nous avons pris des photos de chaque page, noté les infractions qui correspondaient à CE que nous avions constatées. J'ai passé le reste de la journée à remplir le formulaire de plainte en ligne auprès du service départemental de l'enfance. J'ai téléchargé la vidéo, les comptes rendus de l'hôpital ainsi que tout notre dossier sur les violations de la réglementation. Le système m'a attribué un numéro de dossier et m'a indiqué qu'un agent me contacterait dans les 2 jours ouvrés. Ce soir-là, Mike a envoyé un message sur notre groupe pour dire qu'il avait fouillé d'anciens posts d'un groupe Facebook local de parents. Il avait retrouvé 3 familles différentes qui s'étaient plaintes de la somnolence inhabituelle de leur bébé dans cette même crèche CES 2 dernières années. Une mère racontait que sa fille avait dormi 14 heures d'affilée après être rentrée de la crèche et qu'elle avait changé de structure la semaine suivante. Un autre parent évoquait un fils tellement amorphe qu'ils avaient pensé à un souci neurologique, avant que tout redevienne normal après un changement de crèche. Mike avait pris des captures d'écran de chaque témoignage et expliquait qu'il essayait de retrouver leurs coordonnées par le biais d'amis communs. J'ai décidé d'essayer de joindre directement MLL Jessica, car elle semblait toujours nerveuse en présence de MLL Carole. Je l'ai retrouvée sur les réseaux sociaux et j'ai récupéré son numéro de téléphone grâce à une vieille annonce de vente de meubles. Quand je l'ai appelée, elle a décroché à la 3e sonnerie, mais dès que j'ai dit mon nom et mentionné la crèche, elle a coupé la communication. J'ai tenté 2 autres fois, sans succès. Sa réaction m'a immédiatement éclairée sur son implication, ou du moins sur le fait qu'elle savait parfaitement CE qui se tramait. Le lendemain matin, alors que je donnais le petit déjeuner à Lily, le détective m'a appelé. Il m'a expliqué que leur équipe technique avait authentifié la vidéo et confirmé qu'elle n'avait subi aucune modification. Nous avions rassemblé d'autres preuves depuis notre dernier rendez-vous et il a eu l'air impressionné quand je lui ai parlé des autres familles retrouvées par Mike et des infractions documentées par Sarah. Il m'a précisé que le fait d'avoir plusieurs victimes et un schéma de comportement renforçait énormément leur dossier. Il ajoutait qu'il travaillait désormais avec les services de protection de l'enfance pour organiser des entretiens avec toutes les familles actuellement inscrites à la crèche. Après cet appel, ma mère m'a téléphoné depuis l'autre bout du pays. Jusqu'ici, j'avais évité de lui parler de la situation car je savais qu'elle paniquerait, mais je ne pouvais plus lui cacher la vérité. Elle s'est mise à pleurer dès que je lui ai expliqué CE qui se passait, répétant qu'elle aurait dû être là pour protéger sa petite fille. Elle voulait sauter dans le premier avion, mais ne pouvait pas se permettre de manquer le travail, d'autant qu'elle venait d'épuiser ce dernier jour de congé. Toutes les deux, on se sentait impuissantes face à CE cauchemar dont on ne pouvait pas préserver Lily. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel du service départemental de l'agrément. L'inspectrice m'a expliqué qu'elle avait examiné ma plainte et qu'elle effectuerait une inspection surprise à la crèche dans les 48 heures. Elle m'a demandé de n'en parler à personne sur place, car il devait observer le fonctionnement habituel pour mener une enquête sérieuse. Elle a ajouté que si elle trouvait des preuves appuyant mes dires, la crèche pourrait voir son agrément suspendu immédiatement. Pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir est apparue. Ce soir-là, vers 23h, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu disait simplement « Arrête de semer la zizanie ou tu le regretteras ». Les mains tremblantes, j'ai fait une capture d'écran que j'ai aussitôt envoyée au détective, en lui demandant s'il pouvait remonter la piste du numéro. Il m'a répondu en quelques minutes qu'il allait transmettre au service de cybercriminalité et qu'il fallait le prévenir en cas de nouvelles menaces. Le lendemain matin, le ventre noué, je préparais Lily pour la crèche, tout en vérifiant sans cesse mon téléphone, espérant recevoir un message du détective me disant de la garder à la maison, mais rien n'est venu.
En arrivant dans la section des bébés, MLL Carole m'a à peine adressé un regard, mais j'ai bien vu que SES main tremblait pendant qu'elle inscrivait Lily sur la feuille de présence. Elle sortait son téléphone de sa poche toutes les 3 minutes, comme si elle s'attendait à CE que quelque chose de grave se produise. MLL Jessica, elle, n'était même pas encore arrivée, CE qui était étonnant puisqu'elle arrivait d'habitude avant 7 heures. J'ai embrassé Lily et j'ai lutté pour ne pas fondre en larmes en la confiant à cette femme qui l'avait droguée pendant des semaines. Le trajet jusqu'au travail m'a paru interminable. Je rafraîchissais mes emails sans relâche dans l'espoir d'avoir des nouvelles de l'inspectrice ou du détective. Vers 11 heures, Sarah m'a envoyé un message. Elle venait de voir 3 personnes en costume entrer à la crèche, carnet et badge officiel à la main. Mon cœur s'est emballé, j'ai prétexté une envie pressante auprès de mon chef pour prévenir les autres parents par SMS. Tout le monde était en panique et se demandait s'il fallait venir récupérer nos enfants, mais Mike a insisté pour qu'on laisse les autorités faire leur travail sans interférer. Je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Je multipliais les erreurs idiotes sur des tableaux Excel que je connaissais pourtant par cœur. Une collègue m'a demandé si tout allait bien. J'ai juste prétexté que Lily m'avait tenue éveillée toute la nuit. Vers 14h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'était l'inspectrice. Elle m'a annoncé avoir relevé plusieurs manquements, notamment une mauvaise gestion des médicaments et l'absence de documents prouvant l'administration des traitements aux enfants. Elle a ajouté que plusieurs membres du personnel étaient stressés et donné des versions contradictoires de la journée, mais qu'elle avait besoin de plus de temps pour finaliser son enquête. J'ai demandé si la crèche allait fermer. Elle m'a rassurée, pas pour l'instant, mais ils exigèrent des corrections immédiates sur plusieurs points de sécurité. Quand je suis arrivée pour récupérer Lily, le parking était plein à craquer. Des parents chuchotaient en petits groupes. À peine avais-je passé la porte que la directrice est surgie de nulle part, m'a attrapé le bras si fort qu'elle m'a laissé des marques et m'a entraîné dans son bureau en claquant la porte derrière nous. « Je sais bien que c'est vous la tête pensante de cette cabale contre mon équipe », m'a-t-elle lancé, le visage rouge de colère. « Si vous continuez à répandre CES ragot, je vous interdirai l'accès et vous devrez trouver quelqu'un d'autre pour venir chercher votre fille. » Je me suis dégagée et je lui ai répondu que l'hôpital avait la preuve que Lily avait été droguée, mais elle a juste esquissé un sourire méprisant avant de rétorquer « Un seul test ne prouve rien quant à la responsabilité de qui que CE soit. » Quand j'ai enfin pu rejoindre la salle des bébés pour récupérer Lily, elle dormait profondément alors que la sieste était largement terminée. MLL Carole m'a tendu le sac de Lily sans dire un mot, mais j'ai perçu pour la première fois la peur dans son regard. Ce soir-là, Mike m'a appelé pour me dire que sa femme, infirmière à l'hôpital pédiatrique, pouvait faire analyser les cheveux de tous nos enfants pour détecter une exposition prolongée à des médicaments. Elle nous a expliqué que ce type de test pouvait révéler une exposition sur 3 à 4 mois, CE qui permettrait de prouver qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Nous avons donc convenu de nous rendre chez eux CE Weekend pour faire tester nos enfants. Le lendemain matin, le détective a enfin appelé pour annoncer qu'une perquisition était prévue à la crèche à 9H précise. Il m'a conseillé de trouver une autre solution de garde pour Lily CE jour-là, car la crèche serait fermée pendant l'opération. J'ai paniqué, car j'avais déjà manqué beaucoup de jours et mon patron m'avait déjà mis en garde au sujet de mes absences. J'ai passé des coups de fil à toutes les crèches à la journée à moins d'1 heure de mon boulot, mais elles étaient toutes complètes ou exigeaient un délai de 72 heures pour accueillir un nouvel enfant. Finalement, j'ai dégoté un établissement à l'autre bout de la ville qui acceptait les urgences, mais c'était 200 € la journée. Le détective, en gros, m'a juste dit « Bon courage pour trouver une solution pendant qu'on prend notre temps », parce qu'apparemment, rien ne symbolise mieux protéger et servir que de traiter à la légère une affaire de bébé drogué pour des questions administratives. Ma carte de crédit frôlait le plafond avec toutes les factures médicales et les analyses, mais je n'avais pas le choix. J'ai appelé au travail pour me déclarer malade, tout en sachant pertinemment que ça risquait de me valoir un avertissement, voire pire. Le lendemain matin, j'ai roulé 3 quarts d'heure dans les bouchons pour amener Lily à la garderie d'urgence. Pendant tout le trajet, je ne pensais qu'à CE que la police allait découvrir et si CE cauchemar allait enfin se terminer. Je venais à peine de rentrer que Sarah a commencé à m'inonder de messages depuis le parking de la crèche où elle s'était postée pour surveiller la situation. 4 voitures de police sont arrivées pile à 9h, m'a-t-elle écrit, et les agents sont entrés avec des cartons et des appareils photo. Les parents qui arrivaient pour déposer leurs enfants étaient refoulés à la porte par un policier qui leur expliquait que l'établissement était temporairement fermé. Sarah a vu, à travers les fenêtres, que le personnel avait été réparti dans différentes pièces et interrogé séparément. Miss Carole est arrivée en retard et a tenté de repartir en voyant la police, mais un agent l'a arrêtée sur le parking, a-t-elle ajouté. Vers midi, le détective m'a appelé pour me dire c'est eux qu'ils avaient retrouvé. Dans le sac de Miss Carole, ils ont mis la main sur 2 flacons de Benadryl pour enfants, ainsi qu'un planning manuscrit avec des initiales en face de différentes heures. Dans la salle des nourrissons, ils ont également découvert une armoire non verrouillée contenant 3 autres flacons de somnifères qui n'auraient jamais dû se trouver à portée du personnel. Il m'a expliqué qu'ils étaient en train de faire analyser plusieurs biberons pour y détecter des traces de médicaments et qu'ils avaient déjà trouvé. Cet après-midi-là, alors que je donnais à manger à Lily, Sarah m'a prévenu par texto que des camions de journalistes s'installèrent devant la crèche. J'ai allumé les infos locales et c'était en direct.
alerte sur une garderie faisant l'objet d'une enquête pour avoir drogué des enfants. Et là, je l'ai vue, Miss Carroll, me noter, la tête baissée pour éviter les caméras. La journaliste a annoncé qu'elle était inculpée pour plusieurs chefs de mise en danger et de maltraitance d'enfants. J'ai ressenti un immense soulagement, mêlé d'une colère brûlante en pensant à tous ce temps perdu et à tous ces bébés qui avaient en souffert alors que tout le monde la couvrait. Ce soir-là, un autre parent m'a envoyé un message pour m'annoncer que la directrice avait convoqué une réunion d'urgence à 19H. J'ai confié Lily à ma voisine et j'ai pris la route pour la crèche, la main tremblante sur le volant. Le parking était bondé, les parents discutèrent dehors, en petits groupes, à voix basse. À l'intérieur, les chaises étaient alignées en rang et la directrice se tenait devant nous, les bras croisés, manifestement peu ravie d'être là. Elle a commencé par dire qu'elle était sous le choc de l'arrestation et qu'elle ignorait tout des agissements de Miss Carroll. Un père, assis au premier rang, s'est levé pour affirmer « On devrait tous soutenir la crèche dans cette période difficile. Sinon, où ira-t-on faire garder nos enfants ?» Plus de parents que je n'aurais cru l'ont approuvé, à voix basse. La directrice a insisté sur le fait qu'elle avait toujours tenu un établissement professionnel et qu'une seule employée ne devrait pas ternir la réputation du centre. Je me suis levée et j'ai rappelé à tout le monde que plusieurs bébés avaient été drogués pendant des mois sans qu'elle ne lève le petit doigt. Là, c'est vite parti en éclats. La moitié des parents exigeaient qu'on ferme la crèche sur le champ, l'autre suppliait qu'on la laisse ouverte, de peur de perdre leur boulot. Une mère derrière moi a crié que j'étais égoïste et que je foutais en l'air la vie de tout le monde pour un soi-disant incident isolé. Un autre parent a répliqué que droguer des bébés, CE n'était pas juste un incident. C'était la pagaille. Tout le monde s'est levé, on se pointait du doigt, la directrice restait plantée là, sans broncher. Quelqu'un a balancé une bouteille d'eau à travers la salle et les parents ont commencé à se bousculer. J'ai attrapé mon sac et je suis partie avant que la police ne débarque. Le lendemain matin, j'étais en train de donner à manger à Lily quand on a frappé violemment à la porte. 2 personnes en costume, badge de la protection de l'enfance bien en vue, m'ont annoncé qu'ils avaient reçu une plainte selon laquelle j'aurais donné des médicaments inappropriés à mon enfant. J'ai eu un nœud à l'estomac. Je savais exactement d'où ça venait. La crèche essayait de retourner la situation contre moi. Je les ai fait entrer, leur ai montré tous les rapports de l'hôpital, la vidéo où on voit Miss Carroll trafiquer les biberons, toute ma paperasse. La femme a tout examiné avec attention pendant que l'homme regardait Lily jouer sur son tapis. On voit bien c'est eux qu'il se passe en réalité, m'a-t-elle dit. Mais on est obligé de garder le dossier ouvert pendant 90 jours. C'est la procédure. Elle m'a tendu sa carte et m'a rassurée sur la sécurité de Lily avec moi, en me conseillant d'appeler au moindre souci. Une fois la porte refermée, je me suis précipitée aux toilettes pour vomir tellement la pression était forte. 2 jours plus tard, je reçois un mail. La section nourrisson de la crèche vient d'être suspendue en urgence par les services de l'État. Les parents se sont rués pour trouver une nouvelle solution de garde et mon téléphone a explosé de messages remplis de colère. Une maman m'a écrit que j'avais gâché sa vie, qu'elle avait dû quitter son travail. Un autre parent m'a laissé un message vocal disant que c'était à moi de payer les salaires perdus. J'ai fini par bloquer presque tout le monde, mais la culpabilité me rongeait malgré tout, même si, au fond, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Mike m'a appelé cet après-midi-là. Il avait enquêté sur le passé de Miss Carroll et déniché un truc. Elle avait déjà eu une plainte contre elle dans une autre crèche il y a 5 ans, pour mauvaise gestion du sommeil. L'affaire a été enterrée dès qu'elle a été transférée dans notre structure, où la sœur de la directrice lui avait trouvé une place. J'ai retrouvé la plainte dans les archives publiques, et franchement, c'est exactement les mêmes faits que chez nous. Je lui ai demandé pourquoi personne n'avait rien fait. Il m'a expliqué que l'autre crèche avait fermé peu après, et le dossier avait disparu dans la foulée. La semaine suivante, mon patron m'a convoqué dans son bureau et m'a glissé un papier. Un plan d'amélioration des performances qui me donnait 90 jours pour me rattraper sur mes absences et retards. Sinon, c'était la porte. Je comprends que CE soit compliqué pour toi en CE moment, m'a-t-il dit. Mais l'entreprise compte sur la fiabilité de SES employés. J'ai eu envie de tout déballer, mais je savais que ça aurait sonné comme des excuses. J'ai signé, la main crispée par le stress. L'après-midi même, le bureau du procureur m'a appelé pour me prévenir qu'ils auraient besoin de mon témoignage si l'affaire allait au procès. La femme au téléphone m'a expliqué que l'avocat de Miss Carroll cherchait déjà à négocier un accord pour éviter la prison. Votre témoignage et la vidéo sont essentiels, m'a-t-elle prévenue. Mais attendez-vous à CE que la défense essaie de vous faire passer pour une mère hystérique. J'ai répondu que je viendrais témoigner, quoi qu'il tente contre moi. Le lendemain, Sarah m'a appelé en larmes. Elle venait d'apprendre que Miss Jessica avait passé un accord avec les procureurs. Apparemment, Jessica savait tout depuis le début mais avait trop peur de perdre son boulot pour parler. Elle a accepté de témoigner contre Miss Carroll en échange de l'immunité. Sarah était furieuse de voir Jessica s'en sortir comme ça, alors qu'elle avait vu nos bébés se faire droguer tous les jours. J'étais en colère aussi, mais au moins, elle collaborait enfin. 3 jours plus tard, le procureur m'a rappelé. 3 autres familles s'étaient manifestées après avoir vu les infos. Un bébé avait même fait une crise le mois dernier, que les parents comprenaient maintenant comme étant sûrement lié au Benadryl. Une autre famille avait remis des documents de leur pédiatre à propos d'une somnolence inhabituelle qu'ils cherchaient à comprendre depuis des semaines. La 3e famille avait gardé les biberons de leur bébé et il restait des résidus qui se sont avérés positifs après analyse. On m'a dit que ça renforçait considérablement l'affaire et que Miss Carroll allait sans doute accepter de plaider coupable désormais. 2 jours plus tard, une grosse enveloppe de l'assurance de la crèche est arrivée
l'arrivée. Ils ouvraient une enquête pour savoir s'ils allaient couvrir les frais d'avocat de la directrice. La lettre précisait que s'ils trouvaient la moindre preuve de négligence criminelle ou d'intention de nuire, ils refuseraient de payer sa défense. J'ai aussitôt transmis la lettre à mon avocat, qui m'a dit que ça risquait fort de pousser la directrice à accepter un accord plutôt que de se retrouver seule face à la justice. Cet après-midi-là, Miss Jessica m'a appelée en pleurant. Elle voulait aider. Elle est venue chez moi avec une déclaration écrite où elle affirmait que la directrice avait expressément ordonné au personnel de faire taire les bébés par tous les moyens nécessaires lors des contrôles de l'État. Elle a expliqué que la directrice passait toujours dans la salle des bébés avant l'arrivée des inspecteurs pour rappeler que si un enfant se mettait à pleurer, ils risquaient à leur place. Jessica tremblait en signant sa déclaration devant mon avocat. Elle a avoué qu'elle avait trop eu peur de parler jusque-là, mais que le choc des résultats d'analyse lui avait fait ouvrir les yeux sur les dégâts qu'elle avait laissés passer. La semaine suivante, j'ai commencé une thérapie pour essayer de gérer la culpabilité et l'anxiété qui m'écrasaient. Je ne pouvais m'offrir qu'une séance toutes les 2 semaines, mais même ça, c'était difficile à caser dans mon budget. Ma thérapeute m'a aidé à réaliser que des personnes comme Mademoiselle Carole profitent du sentiment de culpabilité des parents pour continuer leurs abus. Elle m'a expliqué que c'était normal de me sentir coupable, mais que ces sentiments étaient déplacés puisque j'avais confié mon enfant à des professionnels censés être fiables. 3 semaines plus tard, les résultats du test capillaire sont tombés. Tous nos bébés avaient été exposés régulièrement au Benadryl pendant au moins 2 mois. Celui de Mike portait des traces sur 4 mois, et il en a eu la nausée en lisant le rapport. Le technicien du laboratoire a précisé que les taux indiquaient une administration quotidienne, et que cela aurait fini par provoquer des retards de développement si ça avait continué. À partir de là, mon téléphone n'a plus arrêté de sonner, avec des journalistes locaux qui cherchaient à obtenir des interviews au sujet du scandale de la crèche. Mon avocat m'a recommandé de garder le silence tant que la procédure pénale n'était pas terminée. Quant à l'accord d'arbitrage, il pesait toujours sur moi comme une épée de Damoclès, prêt à s'abattre si jamais je faisais un faux pas devant les médias. La directrice a fini par être arrêtée pour complot et mise en danger d'enfant après le témoignage de Mademoiselle Jessica devant le grand jury. Sa sœur a réglé la caution de $50,000 en moins de 3 heures. Je l'ai vue quitter le tribunal depuis ma voiture, lunettes de soleil sur le nez, ignorant les journalistes qui lui lancèrent des questions. 2 mois plus tard, lors de l'audience préliminaire, Mademoiselle Carole a plaidé non coupable, pendant que son avocat tentait de faire invalider mes vidéos, prétextant qu'elles avaient été obtenues illégalement. Le juge les a pourtant jugées recevables, estimant que j'avais le droit d'attendre une certaine confidentialité concernant les affaires de mon enfant, sac à j'ai compris. Comment expliquer que certains parents continuent à défendre la crèche, alors qu'ils savent que des bébés y ont été drogués pendant des mois? Que la sœur de la directrice ait permis l'embauche de Mademoiselle Carole me fait vraiment me demander jusqu'où s'étendent leurs manigances. Ces liens familiaux qui étouffent les plaintes dans d'autres structures sont bien pratiques pour maintenir le silence. Le visage de Mademoiselle Carole s'est décomposé quand le juge a annoncé sa décision. Après l'audience, le procureur a réuni notre groupe de parents et a proposé un accord à Mademoiselle Carole. Elle pouvait plaider coupable à des charges moins graves, écoper de 6 mois de prison et perdre définitivement son autorisation d'exercer. La moitié des parents trouvaient que 6 mois, CE n'étaient jamais assez pour avoir drogué des bébés aussi longtemps, tandis que l'autre moitié voulait juste tourner la page et reprendre une vie normale. Sarah a dit qu'elle préférait voir Carole derrière les barreaux, même pour un temps limité, que de risquer qu'elle s'en sorte sans peine après un procès. Mike, lui, voulait refuser l'accord et poursuivre pour tentative d'homicide. La discussion a dégénéré au point que 2 pères ont failli en venir aux mains sur le parking du tribunal. Pendant ce temps, certains parents ont lancé une pétition pour ouvrir la crèche avec une nouvelle direction, arguant que la communauté avait besoin d'une solution de garde abordable, alors que d'autres réclamaient la démolition du bâtiment et la stérilisation du terrain pour qu'il n'y pousse plus jamais rien. Les disputes sur les réseaux sociaux sont vite devenues un champ de bataille, chacun campant sur SES position et attaquant violemment ceux qui n'étaient pas d'accord. Les partisans de la réouverture étaient traités de complices, tandis que ceux qui réclamaient la fermeture étaient taxés d'extrémistes. Quelqu'un a fini par divulguer mon nom sur Facebook, et du jour au lendemain, des inconnus m'ont contacté, certains pour me féliciter, d'autres pour m'accuser d'être une mauvaise mère. J'ai retrouvé un peu de stabilité au travail quand la procédure pénale a avancé, mais je restais sous surveillance. Une collègue est venue me prévenir dans la salle de pause que notre patron cherchait la moindre excuse pour me virer. Elle m'a dit que j'étais devenue gênante pour la boîte et qu'il voulait quelqu'un de complètement disponible. Impossible pour moi de perdre mon emploi avec tous les frais de justice et de thérapie qui s'accumulaient, mais je ne pouvais pas non plus cesser de me battre pour Lily et les autres enfants. 3 semaines plus tard, l'inspecteur de l'État m'a appelé pour m'annoncer que leur enquête était terminée et que la crèche perdait définitivement sa licence. Le propriétaire des murs avait déjà prévu d'installer un cabinet dentaire le mois suivant, donc aucune chance que la crèche rouvre sous un autre nom. J'ai fondu en larmes de soulagement dans ma voiture, garée devant mon travail, alors que Lily dormait paisiblement dans son siège derrière moi. L'inspecteur m'a expliqué qu'ils avaient découvert des infractions remontant à des années, jamais signalées correctement. Grâce à notre affaire, la gestion des plaintes allait changer dans tout l'État. Ce même après-midi, l'avocat de Mademoiselle Carole a appelé le mien pour annoncer qu'elle acceptait finalement l'accord. 4 chefs de mise en danger d'enfants, avec une peine recommandée de 18 mois de prison. Mon avocat m'a assuré que c'était préférable à un procès où elle aurait pu être acquittée
si le jury avait de la compassion pour une vieille dame. L'audience était fixée à la semaine suivante. Les victimes pouvaient, si elles le souhaitaient, faire une déclaration. J'ai passé 3 nuits à écrire la mienne, et j'ai vomi 2 fois en essayant de la lire à voix haute. Le tribunal était plein à craquer de parents et de journalistes. Mademoiselle Carole était assise là, dans un tailleur gris, plus frêle que dans mon souvenir, pendant que son avocat lui murmurait à l'oreille. Quand le juge lui a demandé si elle voulait s'exprimer, elle s'est levée et a expliqué qu'elle avait juste tenté de gérer une charge de travail impossible. Trop de bébés, pas assez de personnel. Elle a reproché aux parents d'attendre des miracles, aux propriétaires de ne penser qu'au profit, et a dit avoir seulement cherché à survivre chaque jour. Pas un mot d'excuse pour nous ou pour nos enfants. Le juge lui a infligé la peine maximale de 18 mois de prison, avec incarcération immédiate. 2 agents l'ont escortée, menottée, sans qu'elle ne jette un regard à personne, comme si nous n'existions pas. Le lendemain, c'est la directrice qui est passée devant un autre juge, visiblement plus indulgent. Son avocate l'a dépeinte en victime, expliquant qu'elle faisait entièrement confiance à son équipe et qu'elle ignorait tout de ce qui se passait dans la salle des bébés. Le procureur, lui, a brandi des emails de parents inquiets à cause de bébés somnolents, mais la juge a estimé que rien ne prouvait qu'elle était au courant des médicaments. Résultat, elle s'en est sortie avec 2 ans de sursis et une amende de $10,000, sans passer par la case prison. Elle a aussi perdu le droit de travailler dans la petite enfance, mais son avocate a précisé qu'elle comptait de toute façon prendre sa retraite. L'avoir quitté le tribunal libre alors que nos enfants devaient gérer les conséquences de tout ça, j'en hurlais de rage intérieurement. Les autres parents étaient aussi livides que moi en la voyant partir avec une simple probation. J'ai passé les 2 semaines suivantes à harceler toutes les crèches à moins d'1 heure de mon boulot, espérant trouver une place. Partout, on me répondait qu'il fallait attendre l'an prochain, jusqu'à ce qu'enfin, une famille déménage et libère une place à 50 minutes de trajet et $300 de plus chaque mois. La directrice exigeait le premier et dernier mois ainsi qu'une caution, soit $400 que je n'avais pas. J'ai fait le tour de 3 banques avant qu'on daigne m'accorder un prêt perso à 18% d'intérêt, mon crédit étant déjà en lambeaux à cause des frais d'avocat. Dans cette nouvelle crèche, il y avait des caméras dans chaque pièce que les parents pouvaient surveiller depuis une appli, et ils vérifiaient le casier judiciaire du personnel 2 fois par an. Les services sociaux ont fini par m'envoyer leurs lettres, enquête classée sans suite, mais le dossier resterait à vie dans leur système. Mon avocate m'a prévenu que si jamais je divorçais ou me retrouvais dans une bataille pour la garde, ce dossier pourrait ressurgir, même blanchi. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité du système. On n'y peut rien. Les familles de Mike et Sarah ont lancé une conversation de groupe pour voir comment déposer une plainte civile contre l'assurance de l'ancienne crèche. Les avocats adverses ont aussitôt sorti les contrats d'inscription où on avait accepté l'arbitrage obligatoire en cas de litige. Mon avocate m'a expliqué qu'un arbitrage pouvait traîner 18 mois et que les arbitres étaient rarement du côté des familles. Il faudrait que chacun débourse $500 rien que pour déposer le dossier, sans garantie de récupérer quoi que ce soit. Presque aucune famille ne pouvait se le permettre, vu tous ces qu'on avait déjà sacrifiés. 6 semaines après avoir appris qu'on avait donné des médicaments, j'emmenais encore Lily chez des spécialistes pour vérifier si elle n'avait pas de séquelles ou de retard. Le neurologue pédiatrique se voulait rassurant, mais a précisé que certains effets ne se verraient peut-être que dans quelques années. Dès que Lily ratait un acquis, même brièvement, je paniquais en me demandant si c'était la faute du Benadryl. Je me réveillais chaque nuit vers 3 heures, le cœur affolé, persuadée qu'elle ne respirait plus. Je restais à côté de son lit à observer sa poitrine monter et descendre jusqu'à que le réveil sonne. Les week-ends, la famille de Mike et celle de Sarah venaient chez nous. On regardait nos enfants jouer sans oser les quitter des yeux. On n'arrivait plus à se détendre. La confiance dans les autres avait disparu. La mère de Sarah a quitté son emploi pour rester à la maison, incapable d'envisager une autre crèche. La femme de Mike s'est mise à travailler la nuit pour qu'il y ait toujours un parent à la maison. Aucun de nous ne pouvait vraiment se permettre sacrifice, mais la peur l'emportait sur le stress financier. L'ancien bâtiment de la crèche est devenu une agence immobilière, et je devais passer devant chaque matin en emmenant Lily à la nouvelle crèche. Le jour où ils ont posé la nouvelle enseigne, j'ai dû m'arrêter, submergée par les larmes. À chaque trajet, je repensais à ces derniers matins où j'avais surpris Miss Carole sur la caméra, l'estomac noué. Les agents immobiliers avaient accroché des banderoles jaunes et planté des fleurs là où je venais déposer ma fille droguée. Pour couronner le tout, mon entretien annuel est tombé. Ma chef m'a convoquée avec une pile de feuilles recensant retard et absence. Je comprends la période difficile que vous traversez, mais l'entreprise a besoin de fiabilité. C'est eux que vous ne pouvez plus garantir. Résultat, note, atteint les attentes. Donc pas d'augmentation ni de prime. Et un avertissement, un absentéisme de plus, et c'était la porte. J'ai signé en tremblant, bien consciente d'être prise au piège entre protéger mon emploi et protéger ma fille. Les mois ont défilé, interminables, les avocats échangeant des courriers pendant que la crèche continuait comme si de rien n'était. Mon avocate me répétait que CES dossiers demandèrent du temps, mais chaque nouvelle semaine voulait dire plus de factures d'avocats qui s'entassèrent sur la table. Rien que la provision a vidé mes économies, et je finissais par tout mettre sur des cartes à 23% d'intérêt. 8 mois après que j'ai filmé Miss Carole, elle a été jugée. Le procureur lui a proposé un deal, plaider coupable pour mise en danger d'enfant au lieu des charges criminelles qu'elle méritait.
Elle a accepté 18 mois, mais tout le monde savait qu'avec la bonne conduite, elle serait vite dehors. Les autres parents ont créé un groupe pour partager les infos, mais la plupart étaient déjà passés à autre chose, trouvant une autre crèche ou arrêtant de travailler. Moi, je n'avais d'autre choix que de continuer à déposer Lily dans une crèche à 40 minutes pour $300 de plus par mois. Un an après le début de CE Cauchemar, on était toujours empêtrés dans l'arbitrage, la crèche refusant de reconnaître SES responsabilité. Mon avocate me réclamait toujours plus d'argent pour poursuivre et je me surprenais le soir, incapable de dormir, à chercher des avocats spécialisés en faillite sur Internet. Les frais d'avocat ont grimpé jusqu'à $30,000 et je devais encore $15,000 à l'hôpital pour tous les examens et le suivi de Lily. Miss Carol, elle, a été libérée au bout de seulement 4 mois, et une mère de notre groupe l'a aperçue en train de remplir les rayons dans un supermarché à 2 villes d'ici. La photo a fait le tour de notre groupe en un rien de temps. Tout le monde se passant le mot pour éviter CE Magasin. J'y suis allée une fois, juste par curiosité, pour vérifier si c'était bien elle. Elle était là, tablier vert, à biper les articles à la caisse comme si de rien n'était, comme si elle n'avait jamais drogué de bébé. À la visite des 18 mois de Lily, le pédiatre a commencé à remarquer qu'elle prenait du retard sur certains apprentissages et a prescrit des bilans de développement. Miss Carol a pris 4 mois pour avoir fait du mal à des nourrissons, et nous, les parents, on reste avec l'angoisse à vie. C'est une injustice qui crève les yeux, encore plus flagrante que le résultat de ma déclaration d'impôt. Le spécialiste nous a dit qu'il y avait quelques retards au niveau du langage et de la motricité, mais qu'il était impossible de savoir si c'était lié au Benadryl ou si c'était simplement une variation normale. J'ai passé des heures à éplucher des articles pour savoir si une sédation prolongée chez un bébé pouvait laisser des séquelles, mais chaque étude avait sa version, rien n'était clair. L'incertitude me rongeait bien plus qu'une mauvaise nouvelle définitive. Peu à peu, les autres parents de la crèche ont déserté le groupe et repris leur vie. Mais pour moi, impossible de ne pas vérifier chaque pièce avant de laisser Lily quelque part. J'ai fini par installer des caméras partout dans l'appartement, une dans sa chambre, une dans le salon, une qui donnait sur l'entrée. Je passais mon temps à jeter un œil aux images sur mon téléphone au travail, jusqu'à que mon chef me fasse comprendre qu'il fallait lever le pied sur l'utilisation perso du portable. Ma mère est venue passer une semaine pour m'aider, et quand elle a vu dans quel état j'étais, elle a fondu en larmes. Elle a proposé de s'installer plus près, mais avec sa retraite, impossible de payer un loyer ici, et moi, je n'avais pas les moyens de l'aider. On s'est retrouvés à la table de la cuisine, à faire le tour de toutes les factures et des papiers, pendant qu'elle répétait que le système aurait dû protéger CES enfants. J'ai déniché un vieux classeur à serrure dans une brocante, où j'ai rangé tous les documents, dossiers médicaux, vidéos, rapports de police, absolument tout. Le détective qui suivait notre dossier m'a appelé une fois pour prendre des nouvelles, et il m'a prévenu que des gens comme Madame Carole recommencent souvent dès qu'ils sentent qu'on les a oubliés. Il m'a conseillé de tout garder, au cas où. Le 2e anniversaire de Lily est arrivé. Elle marchait, disait quelques mots. C'est eux que le médecin a trouvé encourageant. On a organisé un petit goûter au parc, juste avec ma mère et 2 enfants de sa nouvelle crèche. Quand elle faisait la sieste, je restais plantée près de son lit, à surveiller sa respiration toutes les quelques minutes, à compter ses inspirations, à regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser, sans jamais réussir à me convaincre qu'elle dormait tout simplement. Certains jours, j'arrivais à ne pas y penser pendant des heures, puis un détail suffisait à tout raviver, et je me retrouvais mentalement replongée dans la chambre d'hôpital. J'ai commencé à voir une psychologue grâce au programme d'aide de mon boulot, mais je n'ai eu droit qu'à 6 séances. Elle m'a expliqué que je faisais un syndrome post-traumatique et qu'un suivi à long terme serait nécessaire, mais ma mutuelle ne prenait rien en charge. J'ai appris à vivre avec ces fonds d'angoisse, à aller travailler, payer les factures, m'occuper de Lily. Il y a des jours plus simples que d'autres, et je me répétais que ça devait suffire, parce que Lily a besoin de moi ici et maintenant, même si je ne suis pas parfaite. L'arbitrage a finalement abouti à une proposition de règlement de 8,000 €, même pas de quoi couvrir un quart de mes frais d'avocat, mais comme m'a dit mon avocat, c'est toujours ça de prix. J'ai signé les papiers, consciente qu'on n'aurait jamais de vraie justice ni de véritable paix. Eh bien, les amis, on en a fait du chemin ensemble à se poser toutes ces questions. Merci de m'avoir suivi jusque-là dans mes réflexions. Si vous avez lu jusqu'au bout, laissez-moi un commentaire. J'adore vous lire.